Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'avoir rejoint cette conférence, cette webconférence que nous sommes très heureux de pouvoir organiser. Donc merci à nos collègues de la communication. Moi-même, je suis Gilles Bonmaury, je suis le secrétaire permanent de la plateforme RSE et je suis accompagné de Céline Brana-Roche qui a représenté la CNCDH et qui a été co-rapporteur de ce travail. Bonjour. Et Frédéric Lelouch, qui représente la CFDT à la plateforme et qui a également été l'animatrice de ce groupe de travail. Bonjour à toutes et à tous. Et on pense également à Fela Himalayen du Global Compact France, qui était la troisième membre de la gouvernance de ce travail et qui nous a accompagnés pendant les 6 mois qui ont été ceux de l'élaboration de ces réflexions sur l'égalité femmes-hommes à l'international. Je vais dire d'abord quelques mots sur ce que c'est que la plateforme. Quelques mots très rapides. C'est une instance de concertation qui est hébergée à France Stratégie parce que nous sommes sur un sujet très transversal, très interministériel et ouvert sur les parties prenantes. Et c'est l'ADN de France Stratégie que de débattre avec les parties prenantes en son sein pour élaborer des diagnostics partagés et des propositions. Vous avez là à l'écran nos membres, ils sont nombreux, une 50aine d'organisations qui représentent l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise en France. C'est une plateforme qui a une gouvernance propre, élue, un bureau que vous voyez également à l'écran et qui décide de l'élaboration de ses travaux en respectant ces équilibres entre les représentants des entreprises, les représentants des salariés, les ONG, les chercheurs, les institutions multiparties prenantes, les institutions publiques, dont la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et donc c'est la diversité de ces profils qui fait la richesse de nos travaux et le fait que lorsque la plateforme élabore des avis, répond à des questions ou se pose des questions, elle contribue à la fabrique d'un consensus entre des parties prenantes différentes. Alors, pour celles et ceux qui ont une idée encore imprécise de ce que c'est que la RSE, c'est normal. Même après 6 ans d'expérience, la plateforme RSE continue à débattre de la définition de ce que c'est que la RSE. Pour autant, on a pu se mettre d'accord sur quelques éléments de définition. Les membres de la plateforme se reconnaissent dans la définition que l'Union européenne donne à ce sujet. La RSE, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Autrement dit, c'est vraiment à partir de leurs activités que l'on va regarder la manière dont les entreprises exercent leurs responsabilités. Il y a quelques prérequis. Le premier prérequis, c'est de respecter le droit. On ne peut pas parler de RSE lorsque l'on ne respecte pas le droit applicable. Un deuxième prérequis, c'est de travailler en lien avec les parties prenantes de l'entreprise, parties prenantes internes, externes, de manière à se poser la question des préoccupations sociales et environnementales et de gouvernance dans la stratégie de l'entreprise en impliquant chaque partie prenante concernée. Et si la question de la RSE se pose, et se pose sans doute de plus en plus, c'est aussi parce que la RSE est un vecteur de transformation de l'entreprise, parce qu'une entreprise responsable, elle est présumée être plus compétitive sur les marchés, donc ça lui donne un avantage sur les marchés qui fait que se poser la question de la performance non financière, la performance extra-financière, c'est aussi permettre à l'entreprise d'être plus forte. Je vais aller très très vite. On travaille depuis 2013, on a produit beaucoup d'avis déjà, une vingtaine d'avis sur des thèmes assez larges, puisque la RSE embrasse des thématiques assez larges. L'important pour nous, c'est de souligner que ce qui est produit par la plateforme, c'est quelque chose qui a mis d'accord tous nos membres. C'est donc un vrai effort de dialogue, de concertation, de négociation parfois, pour aboutir à un document qui engage les parties prenantes de l'entreprise représentées à la plateforme. Cette saisine dont on va parler aujourd'hui, c'était bien une réponse à une demande du gouvernement, la saisine de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a adressé à la plateforme une demande. La question posée était celle des pratiques et des leviers de mobilisation des entreprises françaises qui sont actives à l'international sur l'enjeu de l'égalité femmes-hommes. Et donc c'est bien sur ce sujet-là que la plateforme a travaillé en s'organisant pendant un semestre avec une multitude d'auditions d'acteurs de l'entreprise, d'acteurs experts, d'acteurs d'ONG, pilotés par les rapporteurs et animatrices du groupe de travail, avec les membres du groupe de travail qui ont donc représenté la diversité de ces membres de la plateforme. En rentrant sur cette saisine, les membres ont
ont voulu souligner, et on peut le dire aussi aujourd'hui, le fait qu'il ne s'agissait pas pour les parties prenantes françaises de l'entreprise de chercher à exporter un modèle français de ce que serait que l'égalité professionnelle femmes-hommes. On est lucide sur les points forts et peut-être aussi les points faibles de la France en matière d'égalité femmes-hommes, mais de se poser la question du vecteur de la RSE comme un levier pour transmettre les bonnes pratiques et pour amener les entreprises françaises actives à l'international à se transformer et à faire progresser l'égalité femmes-hommes. Nous avons donc élaboré un diagnostic partagé et une quarantaine de recommandations, et je vais laisser les rapporteurs et animatrices en parler. La parole à Céline. Donc, je vais d'abord vous présenter quelques chiffres sur sur les discriminations dont sont victimes les femmes dans le monde entier, et puis vous présenter ensuite les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées. En termes de chiffres, bien sûr, vous aurez de nombreux chiffres dans le rapport, mais les chiffres qu'on peut avoir en tête, c'est des dimensions comme un écart salarial de 20% entre les femmes et les hommes, un taux d'emploi qui est de 68%, qui varie énormément entre les femmes et les hommes, l'écart salarial, un écart salarial donc, qui est important et qui est la conséquence de différents facteurs. Vous avez le type d'emploi qui est occupé, le secteur dans lequel elles sont actives, des conséquences aussi des formations auxquelles elles ont accès, puisque beaucoup, un certain nombre de femmes un certain nombre de femmes n'ont pas accès à des formations de haut niveau ou en fait s'auto-censurent pour avoir, dans leurs études. Donc il y a énormément de facteurs qui contribuent à des écarts salariales très importants. Un deuxième aspect, un deuxième chiffre qui est parlant sur les discriminations dont sont victimes les femmes, c'est le taux de femmes de femmes dirigeantes ou des femmes qui occupent des postes à responsabilité. Puisqu'aujourd'hui, on a un taux de féminisation des conseils d'administration qui en France est de 43%, ce qui n'est pas trop mal, mais dans le monde entier, c'est 15%. Donc on voit qu'il y a une large marge de progression pour ce qui est des comités de direction, donc d'autres instances dirigeantes des entreprises, c'est inférieur puisque les comités de direction c'est 17%. Donc il y a vraiment des statistiques où on voit qu'il y a une large marge de progression. Une autre statistique qu'il faut avoir en tête, qui remonte de plus en plus actuellement, c'est tout ce qui est violence et harcèlement sur le lieu de travail. Aujourd'hui, une femme sur 7 en France déclare avoir été victime de violence ou de harcèlement. On a eu un article là qui est paru, un récent sondage qui a été publié, qui concerne seulement 5 pays de l'Union européenne, mais qui est quand même révélateur du fait que 60% de femmes déclarent elles aussi avoir été victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Donc ce sont des aspects qui montrent qu'on a une vraie discrimination dont sont victimes les femmes et que les entreprises sont actrices et doivent être actrices pour corriger ces discriminations et les inégalités. Dans les freins qu'on a pu identifier au sein du groupe de travail, il y a bien sûr des législations restrictives. On a des pays dans lesquels les femmes ne sont pas autorisées à parfois conduire une voiture, ne sont pas autorisées à occuper certains types de fonctions, ne sont pas autorisées à accéder à la formation. Donc ça, c'est un aspect, j'ai envie de dire, qui est le plus visible. Après, vous avez tout un panel de difficultés qui sont ce qu'on pourrait résumer sur l'accès à l'autonomie. C'est pas juste l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation, c'est peut-être là où on a le plus de statistiques. Mais il faut imaginer qu'une femme qui n'a pas de toilette, qui n'a pas d'accès à l'eau, qui n'a pas d'accès au transport, ce sont autant d'obstacles dans l'autonomie des femmes et qui du coup cantonne les femmes à finalement s'occuper de la maison et dans des positions où elles pourraient faire des études, elles pourraient aller au travail, mais elles sont finalement limitées entre guillemets dans leur choix de carrière. À côté de ça, bien sûr, faut pas oublier et surtout avoir vraiment conscience du poids des stéréotypes, y compris en France et dans le monde entier, et des stéréotypes qui sont
qui produisent une autocensure des femmes, tant dans leur désir de carrière que dans leur choix de formation, que dans le secteur dans lequel elles évoluent. Mais les stéréotypes, c'est des stéréotypes qui concernent les femmes et qui concernent aussi les hommes, dans, là encore, ce que les hommes doivent, peuvent faire, le rôle qu'ils peuvent avoir dans la vie de famille et dans l'équilibre entre, dans l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc voilà, on verra après que quand il s'agit de lutter contre les stéréotypes, il faut vraiment une mobilisation de l'ensemble des acteurs, femmes comme hommes. Et un des aspects qu'on a aussi beaucoup creusé, c'est ce que j'évoquais, l'inégale répartition de la charge des obligations familiales et domestiques, avec quelque chose qui est très fort. Au-delà de la femme qui a des enfants, qui doit s'occuper de ses enfants, il y a ce qu'on appelle les femmes aidantes. Toutes ces femmes qui vont du coup se mettre en retrait de leur vie professionnelle pour accompagner un proche, parce que c'est souvent plus la femme qui va le faire que l'homme au sein du couple. Donc aidant, ça peut être une sœur, un frère, un parent. En tout cas, il y a vraiment une large catégorie de femmes qui essaient du coup de combiner les deux et qui se retrouvent contraintes souvent à accepter des postes souvent précaires, et ce qui contribue à de la pauvreté. Et c'est ce qu'on souligne dans la phrase qu'on a voulu mettre en avant. Ce qui est d'autant plus important dans cette mobilisation des entreprises, c'est que on est conscient que l'égalité femmes-hommes, c'est un des piliers pour le développement durable, et que si on lutte contre l'égalité femmes-hommes et qu'on a pour l'égalité femmes-hommes et contre les discriminations, on contribue clairement à la lutte contre la pauvreté dans son ensemble, pour une meilleure, pour l'écologie, pour le développement durable dans son ensemble. Alors, les entreprises françaises sont... excusez-moi, je cherche juste une note. Je ne vois plus. Excusez-moi. Bon, je vais continuer comme ça. Donc les entreprises françaises, aujourd'hui on dénombre 37 000 filiales qui sont présentes dans 190 pays. Ça fait à peu près 5,5 millions de salariés dans le monde entier. Il faut avoir conscience que quand on a voulu s'adresser dans cet avis aux entreprises, bien sûr il ne s'agit pas juste des entreprises avec leurs filiales, il y a aussi toute la chaîne de sous-traitance avec l'ensemble des prestataires, parce qu'on est vraiment convaincu que si une entreprise met en place une politique dans son sein, au sein de ses filiales, il faut qu'elle puisse aussi la faire partager à l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance. Dans les facteurs de mobilisation, donc il y a plusieurs, on avait identifié plusieurs facteurs: la mixité, l'égalité professionnelle et le développement de nouveaux outils. Donc la mixité, excusez-moi. Donc pour la mixité, il s'agit de la mixité tant des équipes que des... Là encore, on revient sur l'idée que c'est des postes à responsabilité qui doivent être aussi mixtes. Et il ne s'agit pas d'une mixité juste dans le nombre de personnes qui sont salariées, mais clairement dans toute la manière dont les décisions sont prises. Donc voilà, c'est une mixité dans toute sa diversité. Égalité professionnelle, et là... l'égalité, c'est l'égalité tant en termes de rémunération qu'en termes de responsabilité, qu'en termes de chance d'évoluer au sein de l'entreprise. Donc on a beaucoup insisté sur la possibilité pour les femmes de pouvoir participer et bénéficier de formations pour pouvoir évoluer. Et ce qui nous a été mis en avant par les entreprises, c'est que la mobilisation pour l'égalité professionnelle, elle a différents atouts. C'est que ça permet de pouvoir rester valorisé à l'extérieur. Ça permet une fidélisation des collaborateurs, ça permet aussi de remporter des marchés et donc de pouvoir être rapporté, contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et un troisième point qu'on a beaucoup creusé, en tout cas qui nous a vraiment intéressé, c'est le développement de nouveaux outils. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que si les entreprises sont plus actives, elles sont aussi plus observées sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes et de la manière dont elles s'en saisissent. Et donc, il y a énormément
également de nouveaux outils qui ont été développés, des obligations gender bonds, des obligations qui sont dédiées au financement de projets qui sont sur la thématique de l'égalité hommes-femmes. Vous avez des indices boursiers qui ont été mis en place. Vous avez bien sûr le développement de labels et de certifications qui sont là encore dédiés à l'égalité hommes-femmes, et ce sont autant aujourd'hui de critères et d'éléments que les entreprises doivent prendre en compte. Là encore, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de la notation va dépendre le marché, la confiance des investisseurs. Donc, ce sont des nouveaux outils. Et la vigilance, le point de vigilance que je peux apporter sur ce qu'on souhaitait apporter sur ces outils, c'est qu'il ne s'agit pas juste pour nous que ces outils disent, voilà, hop, on coche la case 50% de femmes. On est vraiment vigilant sur le fait que ces outils doivent prendre en compte une vraie dynamique de changement de regard sur la place de la femme, d'un équilibre entre les femmes et les hommes, et que ça doit être une vraie dynamique de l'entreprise et pas juste des chiffres que l'on donne pour mettre en avant la politique de l'entreprise. En auditionnant au cours de nos travaux un certain nombre d'acteurs, on a en fait identifié des initiatives d'entreprises visant à promouvoir l'égalité qu'on a regroupées en 5 types. Celles visant à réduire les écarts salariaux, celles visant à faciliter et accompagner la carrière des femmes, celles visant à favoriser la mixité, celles visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement, et celles visant à favoriser l'entrepreneuriat féminin. Alors, dans cette partie, je vais m'appuyer sur des exemples. Certains sont issus des auditions qu'on a pu avoir avec des acteurs que nous avons rencontrés dans nos travaux. Ces exemples ne sont ni exclusifs, ni ne préjugent de la qualité des actions en matière de RSE sur d'autres aspects de la RSE. Alors, je vais aborder la question de la réduction des écarts salariaux. En fait, 202 ans, c'est le nombre d'années qui serait nécessaire pour réduire l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc, il y a encore pas mal de travail. Il y a beaucoup d'entreprises très actives sur le sujet et qui risquent d'être encore plus avec l'index sur l'égalité en France. Pour autant, il s'agit d'un enjeu majeur. L'action sur les écarts de salaire est un enjeu majeur parce que au sein de toutes les entités de l'entreprise. Alors, il s'agit d'évaluer, d'analyser l'écart salarial. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent en la matière, mais qui communiquent peu sur des indicateurs de suivi. Or, c'est avec une analyse fine des résultats, des catégories, des fonctions concernées qu'on peut mettre en place des politiques correctives efficaces. On a en tête un exemple avec L'Oréal qui a fait un partenariat avec l'INED, l'Institut national des études démographiques, pour analyser les écarts de rémunération et qui, grâce à ce partenariat, a pu réduire de façon assez significative les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 10 ans. Il s'agit aussi de rattraper et de compenser, bien sûr, l'écart salarial. Pour ça, les entreprises peuvent actionner différents leviers, des indicateurs de suivi de l'attribution cohérente des rémunérations, des objectifs chiffrés, des ressources financières allouées. Par exemple, à la BNP, il y a une enveloppe spécifique pour l'égalité professionnelle dans la négociation annuelle obligatoire. Il y a des actions locales possibles. En tout cas, il s'agit toujours d'agir aussi structurellement en renforçant la place des femmes à des postes qualifiés notamment. Deuxième type d'action, celle visant à faciliter, accompagner la carrière des femmes. Alors, il y a un indicateur qu'on prend souvent, c'est la part des femmes au sein des instances dirigeantes. C'est un indicateur qui est significatif, qui dit beaucoup, mais qui ne dit pas tout. Il y a la notion de parcours professionnel qui est essentielle. Et quand on parle de parcours professionnel, on se heurte assez vite à la question du fameux plafond de verre, qui est cette barrière invisible bloquant la promotion des femmes à des postes à responsabilité.
Et donc, il y a plusieurs dispositifs qu'on peut imaginer pour y faire face. Il y a les dispositifs de mentoring, de coaching, de réseau de femmes. En fait, il y a différentes formes qui existent, mais il s'agit souvent d'un soutien apporté par un mentor, par les managers ou par les collègues. Il y a 85% des entreprises du CAC 40 qui ont recours à de tels dispositifs, et souvent ça se traduit par des réseaux de femmes, alors mixtes ou pas, réseaux inter-entreprises, réseaux sectoriels. Les formes sont variées, mais il s'agit toujours de nouer des relations, partager des expériences. Il y a tout ce qui relève de dispositifs facilitant l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est très important parce qu'évidemment, comme on l'a vu précédemment, la maternité est évidemment un frein souvent à la carrière des femmes. Et donc, on a vu toute une série de dispositifs d'accompagnement à la parentalité. L'OIT recommande à ce titre, dans sa convention 183, un congé maternité d'au moins 14 semaines. Alors, en France, ça n'a pas d'impact pour nous, mais en fait, il s'agit au niveau mondial d'avoir un socle commun. Alors, c'est une convention qui n'est pas fortement ratifiée, mais qui pour autant est une source d'inspiration de nombreuses multinationales qui en font en fait la source pour la conclusion de leurs accords cadres internationaux. Je pense à AXA, Kering, BNP, LVMH et d'autres. Une autre façon de faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est agir sur l'organisation du travail. Aussi, il s'agit de lutter contre le présentéisme à la française. Alors, c'est cette valorisation de la présence tardive dont on est un peu les champions en France, en évitant d'organiser des réunions après 18h, en incitant les managers à montrer l'exemple et à ne pas faire des horaires infinis, à ne pas répondre à des courriels en dehors des heures de travail. Et puis, il y a un levier qui est d'accompagner à l'international. Là, ça concerne plus les situations d'expatriation. Je voulais juste apporter un point de vigilance qui est de ne pas s'adresser qu'aux seules femmes cadres. C'est vrai que quand on aborde la question du plafond de verre, en fait, on pense aux femmes cadres. Or, on ne résout pas tout avec des politiques qui s'adressent qu'aux seules femmes cadres. La question de l'égalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus diffuse. Et donc, il s'agit d'avoir des politiques beaucoup plus inclusives à tous les étages, mais pas simplement visant les cadres. Troisième type d'action, celle visant à favoriser la mixité. On l'a vu, il y a encore beaucoup de stéréotypes, de normes sociales, de législations qui sont restrictives et qui ont pour conséquence de limiter, voire d'empêcher la mixité. Donc c'est un sujet qui se pose au sein des métiers, des secteurs, des fonctions, à tous les niveaux de l'entreprise, du siège jusqu'aux filiales. Alors comment on agit ? Dès la formation, dès le recrutement. En fait, la mixité, c'est un enjeu qui se pose dans certains secteurs. La question de la place des femmes se pose avec acuité je pense aux sciences et technologies, ingénierie mathématiques ou aux technologies d'information et de la communication, secteur qu'on a pointé ici. Une autre façon d'agir est de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Il s'agit en fait d'instaurer une culture d'entreprise qui soit exemple de sexisme, et pour ça, il y a toute une série d'actions possibles, des formations en présentiel ou pas, des conférences, des débats, tout ce qui peut en fait favoriser la parole, le dialogue, en faire un sujet, et pas simplement le 8 mars, mais tout au long de l'année. En fait, il y a une entreprise qu'on a rencontrée qui fait une campagne interne avec chaque jour et le jour de l'égalité. Donc voilà, donc c'est important de former les managers intermédiaires, s'approprier ces enjeux à tous les niveaux et travailler sur les biais inconscients dont on peut tous être porteurs. Quatrième type d'action, et pas des moindres, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement. Pour ça, pour prévenir les agissements, les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement, en fait, il faut sensibiliser, former tous les collaborateurs, et ça, dès leur entrée en poste.
Donc on l'a vu, hein, avec des types d'ateliers en présentiel, de e-learning. C'est quelque chose sur lequel il est très important d'insister. Et par ailleurs, cette sensibilisation doit être couplée à un dispositif d'alerte. Donc c'était le volet prévention. Maintenant, quand ça se produit, il faut qu'il y ait un dispositif de remontée des cas qui garantissent la confidentialité, bien sûr, des informations, soit accessibles, disponibles dans différentes langues. Enfin, voilà. Et puis, on a mis l'accent aussi sur un programme CIS et le réseau One in Three Women. Là, il s'agit en fait de la lutte contre les violences conjugales. En fait, c'est un réseau européen de 30 organisations pour échanger de bonnes pratiques, produire des outils, assurer des formations. Il s'agit de, par exemple, ça se traduit par des avances sur salaire, des flexibilités horaires. L'idée, c'est d'outiller un peu les entreprises pour qu'elles puissent sensibiliser, accompagner leurs salariés victimes de violences conjugales, dans la mesure où ça a aussi un impact sur le travail. Et dernier type d'action, celle visant à favoriser l'entrepreneuriat féminin. Là, il y a, on l'a vu, pas mal d'entreprises qui se mobilisent auprès de communautés locales afin de favoriser l'autonomisation des femmes et encourager le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et en faisant ça, en fait, il s'agit d'agir pour l'accès des femmes à l'énergie, au financement, au numérique. C'est des actions qui sont souvent portées par des fondations d'entreprises. On pense à Orange, qui a mis en place des maisons digitales en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, qui sont des lieux de formation de femmes en situation de précarité. Et elles sont formées aux bases du numérique, aux usages d'Internet, même à l'accompagnement de recherche d'emploi ou à la création de micro-entreprises. C'est le moment d'avoir un échange avec vous grâce à mes collègues qui identifient au fur et à mesure les questions auxquelles donc on se fait un plaisir de répondre. Christophe se pose la question de ce qu'on entend par mixité précisément. Est-ce qu'on parle de la mixité uniquement, c'est comme ça que je le comprends, uniquement femmes-hommes ou pas, et d'en dire un peu plus sur ces enjeux-là. Est-ce que... Dans la saisine qu'on a reçue, on a vraiment été invité à réfléchir sur l'égalité femmes-hommes. Après, il est certain que quand des entreprises engagent une réflexion sur la mixité et l'égalité femmes-hommes, ça c'est inclus très généralement dans une vraie politique de diversité. Donc, au-delà de l'égalité femmes-hommes, il y a généralement et de plus en plus dans les entreprises une réflexion sur l'inclusion. Ce qu'on souhaite souligner par là aussi, c'est de se dire que cette réflexion sur la construction d'une égalité femmes-hommes sur les entreprises, ça a comme effet direct de vraiment contribuer à construire des organisations, un mode de management, à penser un mode de management inclusif. Donc, ce qui bénéficie aux femmes bénéficie à l'ensemble des salariés et des collaborateurs, et j'ai envie de dire même des collaborateurs de la chaîne d'approvisionnement, comme je l'indiquais au départ, puisqu'en se posant la question de comment mieux travailler ensemble entre femmes et hommes, on se pose la question de globalement comment mieux travailler ensemble, tous ensemble. Donc là, ce que c'était plus précisément Frédéric sur des initiatives pour faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle, etc., ça bénéficie à absolument tout le monde, qu'on ait des enfants ou pas. C'est vraiment des questions qui bénéficient à tout le monde. Donc je pense qu'on peut dire que oui, dans notre avis, c'est mixité femmes-hommes, mais que globalement, les bonnes pratiques qu'on fait remonter peuvent être adaptées à d'autres publics. Je pense que Frédéric, tu souhaitais ajouter quelque chose d'autre? Non, parce que ta réponse est très complète. Maintenant, pour plus de précision, je vous invite aussi à lire l'annexe 4 de notre rapport, puisqu'en fait, on s'est posé plein de questions autour des définitions, autour des contours entre différentes notions qui sont parfois proches. Et donc, on a fait un glossaire assez exhaustif, me semble-t-il, avec pas mal de références. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, à vous y référer. Merci. Sylvie a observé qu'on parlait beaucoup d'inégalités de revenus et en observant que les inégalités de patrimoine étaient sans doute plus importantes et plus durables. Alors,
du point de vue de l'entreprise, évidemment, on pense d'abord au salaire. Est-ce que ça vous inspire? Alors, ça me fait penser à des réflexions qu'on a eues sur quelles sont les causes de l'inégalité et de l'inégalité dont souffrent les femmes, et notamment pour les acteurs du monde agricole. Clairement, on s'aperçoit que l'incapacité pour les femmes dans un nombre conséquent de pays d'accéder à la propriété les rend dépendantes et font que elles sont elles ne peuvent pas être autonomes et elles sont maintenues dans la pauvreté. Donc oui, je pense qu'en effet, dire que l'accès au patrimoine est une vraie difficulté, ça c'est certain. Un autre aspect qu'on avait aussi évoqué, c'est la difficulté à accéder à des modes de financement et de crédit. Et là encore, il y a des initiatives de banques qui développent des outils, en tout cas qui sont dans certains pays, qui sont plus à l'écoute de clientes femmes pour les autonomiser. Et on revient aussi à l'entrepreneuriat féminin. Au final, c'est aussi la capacité pour les femmes de pouvoir posséder leur propre entreprise et leurs propres biens pour monter leur propre business. Merci. Michel se pose la question de la manière dont on peut mettre en avant les bénéfices qu'apporte une bonne mixité au sein des entreprises. Donc, comment est-ce qu'on valorise, sans doute, et comment est-ce qu'on qualifie la manière dont, le fait qu'une entreprise où il y a plus de mixité est gagnante? Est-ce que ça vous intéresse? Alors, il y a différentes études. Alors, malheureusement, moi, j'avoue, j'ai pas systématiquement les noms des entreprises qui ont mené ces études-là, mais vous pouvez les retrouver dans l'étude. Il y a des entreprises qui ont mené des études pour essayer d'évaluer comment leur programme de mix, leur programme de diversité et leur mobilisation pour l'égalité femmes-hommes a un impact sur la perception que les salariés ont. Donc, il y a vraiment des méthodes d'évaluation qui ont été mises en interne. Après, comment évaluer alors ça, il faut que je retrouve. Il me semble qu'il y a autant les labels que... c'est une question récurrente, en fait, dans nos travaux, la question de la mesure de l'impact, la mesure des effets des actions mises en avant. Ça fait partie de nos recommandations et là peut-être qu'on verra ça dans la partie suivante, mais justement on manque d'informations comparables. Les entreprises ont une communication avec des données qui ne sont pas forcément comparables et du coup c'est un de nos enjeux aussi de demander à avoir davantage de données, davantage d'études d'impact sur les actions menées en matière d'égalité. Aurélie se posait la question des surprises que nous avons pu avoir au cours des travaux. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant ou qu'est-ce que vous retenez comme étonnement au cours des auditions? Moi, c'est pas tellement un étonnement, mais c'est quand même à souligner, c'est qu'en fait, parmi les personnes auditionnées dans notre groupe de travail, parmi même les membres de notre groupe de travail, je dois dire qu'il s'agissait principalement de femmes. Et donc, pour nous, c'est un peu une limite. On aimerait que ce sujet soit un sujet partagé qui concerne toutes et tous. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui arrivent, notamment Aurélie posait la question de l'accès des femmes aux métiers techniques. Je vous propose de poursuivre notre propos et on aura un deuxième moment d'échange avec vous. Donc continuez à poser des questions, on y répondra à la fin de la séquence en passant à nouveau la parole à Frédéric pour la poursuite de notre présentation. Oui, alors au-delà des initiatives et des solutions apportées par les entreprises, on a identifié en fait 7 leviers communs permettant de déployer une politique d'égalité à l'international. On les a appelés les facteurs clés de succès, il y en a 7. Il y a d'abord, et en tout premier lieu, l'enjeu de la gouvernance. C'est un sujet qui doit être porté au plus haut. Donc comme on parle d'entreprises internationales, on va se permettre un anglicisme, c'est le fameux tone at the top. C'est en fait l'approche descendante qu'on ne promeut pas en général en matière de RSE. Là, pour le coup, elle est importante qu'au niveau de la direction, il est décisif que les directions s'engagent fortement et clairement en matière d'égalité. Il y a le deuxième levier et celui c'est sur la même diapo, c'est celui du dialogue social.
En matière d'égalité, les syndicats ont évidemment un rôle clé à jouer. Alors les syndicats au niveau de l'entreprise, au niveau national, au niveau international, ils peuvent agir pour la défense des intérêts des travailleurs. Et un des outils du dialogue social à l'international pour les entreprises multinationales sont les accords cadres internationaux. Alors, il s'agit d'outils négociés entre l'entreprise et le syndicat, donc comme si au niveau international, c'est la Fédération syndicale européenne ou internationale, et c'est un accord qui est valable pour l'ensemble des entités de la société, l'ensemble du groupe, filiale y compris. Donc c'est en ça que c'est un instrument extrêmement intéressant, extrêmement utile, extrêmement pertinent. En 30 ans, il y a 44 accords cadres mondiaux qui ont porté sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est 28 entreprises qui ont signé en tout 44 accords. Et donc c'est souvent un thème assez clé dans les accords cadres internationaux. Il y a d'autres éléments, d'autres leviers, celui de la co-construction, co-construire, dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise est assez décisif. Autant le portage au plus haut niveau est un préalable nécessaire, autant l'implication des parties prenantes est décisive. Il ne s'agit pas de plaquer une stratégie hors sol. Et ensuite, agir au sein de la chaîne d'approvisionnement. En fait, il faut savoir que les femmes représentent 60 à 90% des emplois à forte intensité de main-d'œuvre dans les chaînes d'approvisionnement, par exemple textiles et produits frais. Et donc, il y a un vrai enjeu à déployer des actions pour l'égalité dans les filiales, auprès des fournisseurs, des sous-traitants, en fait, dans l'ensemble de la sphère d'influence de l'entreprise. Alors, concrètement, ça se traduit par des codes de conduite, par des diligences sociales, des audits, des clauses dans les contrats d'achat et dans l'inscription et le suivi de la thématique grâce au plan de vigilance. Parmi les autres facteurs clés de succès, on avait identifié la labellisation et la certification. C'est des éléments dont je vous avais parlé un petit peu précédemment. À titre d'exemple, donc on a vraiment des entreprises qui se sont engagées pour faire labelliser non pas seulement la maison mère, mais aussi leurs filiales. À titre d'exemple, L'Oréal a utilisé ce qu'on appelle le label GEEIS, donc GEIS, Gender Equality Europe and International Standard, qui a été créé en avril 2010. Et L'Oréal a d'abord fait labelliser 4 pays et aujourd'hui on labellise 23. Et au total, elle a décidé de faire labelliser 29 de ses filiales. Donc on voit qu'il y a une véritable, par ces leviers de labellisation et de certification, c'est un vrai engagement de l'ensemble de l'entreprise qui impacte aussi d'ailleurs sa chaîne de sous-traitance. Carrefour aujourd'hui a la quasi-totalité de ses filiales qui sont aussi labellisées. Donc on voit que c'est un vrai outil qui est mis en place et dans les échanges qu'on a eu avec les entreprises, on voit qu'ils utilisent ces outils non pas seulement pour valoriser à l'externe et envers leurs partenaires ou leurs financeurs ce qu'ils font, mais bien aussi pour donner confiance et mobiliser et créer une culture d'entreprise en interne pour montrer qu'il y a une vraie mobilisation de l'entreprise. Le deuxième facteur clé de succès, c'est la création d'un environnement propice à l'emploi. Et là, on est vraiment dans des démarches où les entreprises sont amenées à s'interroger sur comment se passe la vie la vie de la femme quand elle va au travail, comment elle prend en charge ses enfants, comment elle vient au travail, est-ce qu'elle est en sécurité. Donc il y a énormément de mesures qui sont assez diverses, qui sont mises en place par les entreprises. Et puis il y a la question, et aussi la question de la santé. Je vais notamment mentionner le programme de L'Oréal qui s'appelle Share and Care, qui est un engagement de L'Oréal de fournir à l'ensemble de ses collaborateurs une couverture santé minimum, ce qui du coup dans un certain nombre de pays est un changement assez radical pour les salariés. En termes de sécurité, je vais juste citer quelques initiatives. L'Oréal a mis en place des navettes dans certains pays où il y a une insécurité pour les femmes quand elles quittent ou quand elles vont à leur travail, de manière à pouvoir leur permettre de venir à leur travail. Unilever a aussi réfléchi à ça, notamment au Kenya. Et puis vous avez une réflexion dans certains pays d'entreprises, y compris des TPE-PME, sur les crèches et la possibilité de fournir aux femmes, non pas qu'elles restent à la maison pour garder leurs enfants, mais bien qu'elles puissent
confier leurs enfants à des crèches pour qu'elles puissent aller au travail. Donc c'est énormément d'actions qui sont menées souvent, j'en dirais au cas par cas. C'est plus révélateur d'une politique de la filiale qu'une politique de groupe, mais il y a des engagements, en tout cas des entreprises sur le terrain. Parmi les autres facteurs, donc c'est la lutte contre les stéréotypes. Et là, il s'agit de vraiment créer, de créer une culture d'égalité. C'est ce dont Frédéric aussi parlait, et d'agir donc d'une part sur l'ensemble des collaborateurs, parce qu'on pense que les hommes sont aussi victimes de ces stéréotypes et qu'il faut les appeler à se mobiliser pour lutter contre ces stéréotypes. Et on voit toute la prise de conscience et la mobilisation des entreprises autour du hashtag #HeForShe, qui a été lancé par ONU Femmes et dont on voit que beaucoup d'entreprises se sont saisies. Et il y a des ateliers qui sont mis en place pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a des formations qui sont mises en place pour les managers, des ateliers, des conférences. Et Michelin, en 2017, avait même décidé de faire un diagnostic des stéréotypes qui existent pour essayer de comprendre comment les déconstruire. Donc il y a des initiatives très intéressantes qui sont mises en place par les entreprises. Et puis, on a aussi souhaité s'interroger sur le rôle des entreprises dans tout ce qui est lié à leur communication, qu'elles soient des entreprises communicantes, enfin de communication, ou des entreprises qui créent des produits sur lesquels elles doivent communiquer. Donc on a fait un certain nombre d'entretiens et on s'aperçoit qu'il y a des dispositions légales, bien sûr, qui obligent les entreprises à lutter contre les stéréotypes, à ne pas contribuer à pérenniser, je dirais, des discriminations et des stéréotypes, mais il y a des initiatives aussi, notamment des acteurs du monde de la publicité et du monde de l'information. Il y a il y a l'initiative Un Stéréotype Alliance qui regroupe 20 organisations, dont Publicis. Il y a un engagement aussi de la World Federation of Advisors. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience. Ça remonte à début des années 2010. On est vraiment dans la décennie où il y a une mobilisation forte de tous les acteurs avec une prise de conscience du rôle des médias, du discours politique et aussi de l'enseignement, puisqu'il y a une volonté d'aller témoigner dans le cadre des formations pour aussi lutter contre les stéréotypes et contre une idée que tel ou tel métier est pour les femmes et tel ou tel métier est pour les hommes. Voilà. Ça nous amène aux recommandations de la plateforme. Alors, il y a une quarantaine de recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail. On a essayé de les condenser. Donc, du coup, ça vous donne des pavés qui sont un petit peu impressionnants. Mais dans l'avis, ils sont très détaillés et beaucoup plus... ils sont clairs. On a formulé des recommandations à l'attention du gouvernement français, à l'attention des entreprises, à l'attention des acteurs sociaux. Donc, je vais commencer, moi, par les recommandations à l'attention du gouvernement français avec un point qui nous a semblé vraiment très important, c'est d'agir sur l'exemplarité de l'État en tant qu'employeur et en tant que financeur de projet. Notamment, en tant qu'employeur, bien sûr, vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent avec et pour l'État, et puis le financement de projets de l'aide au développement, c'est-à-dire d'attribuer l'aide au développement à des projets qui sont vraiment engagés dans l'égalité hommes-femmes, ou en tout cas qui prennent en compte cette thématique-là dans le développement projet, et puis bien sûr d'appuyer tout ce qui est lié à des activités de la mise en œuvre de l'agenda 2030 avec l'ODD 8.5 qui est sur l'égalité pour les femmes et les hommes, entre les femmes et les hommes. Le deuxième point la deuxième recommandation concernant l'État français, c'est le ciblage de l'investissement, c'est ce que j'évoquais, et ensuite c'est de soutenir la multiplicité des initiatives internationales en faveur de l'égalité femmes avec une toute récente convention qui vient d'être adoptée par l'OIT en juin 2019 sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Donc on appelle le gouvernement à ratifier cette recommandation au plus vite. Et ensuite, donc on a un nombre assez conséquent de recommandations à l'attention des filiales. En l'occurrence, donc on a... c'est ce qu'on a évoqué plusieurs fois, c'est l'idée que cet engagement pour lutter pour l'égalité homme-femme, il ne doit pas juste être écrit sur un coin, sur un bout de papier. Ça doit vraiment être inscrit dans l'ADN de l'entreprise, dans la stratégie. Et cette stratégie doit être portée et partagée, portée au plus haut niveau de l'entreprise et partagée avec l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur fonction. Et bien sûr, il faut y accorder les ressources suffisantes, tant humaines que financières,
financière. Et agir pour un changement durable de la culture d'entreprise, un changement durable, et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de se dire que ce changement durable de la culture d'entreprise, c'est oui une culture d'entreprise qui est pour l'égalité femmes-hommes, mais plus globalement une culture d'entreprise sur l'inclusion de chacun au sein de l'entreprise, et comment chacun peut se sentir bien au sein de l'entreprise. Ensuite, agir contre les inégalités salariales, évidemment, donc avec des engagements, avec des chiffres. Donc ce qu'on appelle, voilà, une des recommandations qu'on avait, c'est vraiment d'essayer de fixer des objectifs chiffrés, y compris dans les filiales, pour encourager à la mixité, à la lutte contre les inégalités salariales, et promouvoir la formation continue pour que les femmes puissent continuer à progresser et ne pas être limitées dans leur évolution. Et puis, bien sûr, agir pour l'articulation entre les vies professionnelles et personnelles des femmes et des hommes, pour que on puisse trouver un équilibre. Donc ça veut dire les congés, ça veut dire le congé parental, c'est tout ce qui a trait à l'équilibre entre au temps de travail. Et un élément, et deux points sur lesquels qu'on a aussi évoqué dans les recommandations, c'est d'inclure cette dimension égalité hommes-femmes dans les plans de vigilance, lorsque les entreprises y sont soumises, et dans le reporting extra-financier, puisqu'on a des agences de notation qui évaluent les entreprises sur leur mobilisation sur l'égalité hommes-femmes, il faut que les entreprises se sentent dans l'obligation d'être transparentes sans qu'on aille chercher l'information, mais qu'elles veuillent le faire de manière très dynamique. Il y a ensuite toute une série de recommandations aux entreprises pour diffuser les pratiques responsables au sein de leur sphère d'influence. Alors il s'agit, comme on l'a vu, de promouvoir la négociation d'accords cadres mondiaux incluant la mixité, l'égalité femmes-hommes et la parentalité, d'insérer des clauses spécifiques liées à l'égalité femmes-hommes dans les contrats d'achat auprès des fournisseurs et sous-traitants. Il s'agit en fait d'harmoniser les pratiques entre les filiales. Il est important de favoriser aussi les partenariats avec les organisations internationales type OIT, ONU, Femmes, Pacte mondial des Nations Unies, et de faciliter le dialogue avec les autorités locales, avec les organisations de la société civile des pays dans lesquels elles sont implantées. Il est important aussi de soutenir les actions en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, on l'a vu, ainsi que les projets de mécénat en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et enfin, de respecter les recommandations de la Chambre de commerce internationale qui, en fait, visent à lutter contre les stéréotypes et les préjugés dans la publicité. Il y a ensuite toute une série de recommandations à d'autres acteurs, parce que la RSE, c'est pas qu'une histoire entre l'État et l'entreprise. Enfin, pas que des recommandations adressées à l'État et aux entreprises, mais ça concerne aussi d'autres acteurs, et notamment les organisations syndicales qu'on encourage à promouvoir la mixité en leur sein, dans toutes les fonctions, à tous les niveaux, et promouvoir la mise en place d'accords cadres mondiaux incluant l'égalité femmes-hommes, les mécanismes d'alerte et des formations dédiées. On demande aussi aux fédérations professionnelles d'intégrer l'égalité dans leur référentiel sectoriel, de diffuser les outils, les bonnes pratiques auprès de leurs relais internationaux. Et enfin, aux chercheurs, comme on le disait tout à l'heure, de développer, de promouvoir les programmes de recherche sur le management de l'égalité professionnelle et sur les mesures d'impact des actions menées en matière d'égalité femmes-hommes. Voilà, à grands traits, la synthèse d'un avis que vous pouvez retrouver sur le site de la plateforme RSE de France Stratégie. Il y a beaucoup à faire, c'est jamais acquis, et comme on l'a vu dans nos travaux, en fait, tout arrêt de la mobilisation en faveur de l'égalité implique un recul. Donc il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été recensées, mais en fait c'est aussi que voilà, si la mobilisation s'arrête, il y a un risque de recul sur ces sujets. Merci beaucoup. On va poursuivre et donc prolonger sur la base de vos questions que je vais vous présenter les unes après les autres. Alors Agnès se pose la question du rôle modèle de l'État en soulignant le fait que le ministère des Affaires étrangères, qui est commanditaire, l'État en général aurait encore un retard immense en la matière.
Peut-être que je peux juste préciser que cette saisine, elle nous avait été annoncée, notamment parce que le fait de saisir la plateforme RSE figure dans la stratégie genre, enfin la nouvelle stratégie genre du ministère des Affaires étrangères qui avait été présentée le 8 mars 2018. Et que c'est dans ce cadre-là que nos travaux se sont inscrits. Alors... je ne sais pas si... moi, je ne suis pas sûre qu'on ait... on n'a pas, en effet, inclus dans notre avis des données chiffrées sur quel est l'état de la mixité au sein des équipes, voilà, des fonctionnaires et de tous ceux qui travaillent pour l'État. Le modèle de l'État, c'est ce qu'on préconise pour chacun, c'est-à-dire qu'il y ait une possibilité d'évoluer, que les salaires soient les mêmes. En fait, oui, pour compléter ce que tu dis, Céline, je pense que la saisine concernait vraiment comment engager les entreprises présentes à l'international à être davantage en promotion de sujets de l'égalité femmes-hommes. Maintenant, effectivement, l'exemplarité de l'État en la matière est clé, et c'est d'ailleurs nos premières recommandations s'adressent à l'État et adressent ce point-là. L'État employeur, donc c'est dans sa désignation de ses représentants auprès des instances internationales, c'est l'État dans son engagement pour les ODD dans l'agenda 2030 des Nations Unies, c'est l'État à travers son réseau économique, son réseau diplomatique. Voilà, du coup, effectivement, il y a aussi beaucoup à faire à ce niveau-là, et on en est tout à fait conscient. Une autre observation de Maïté sur la question l'égalité femmes-hommes dans la vie professionnelle est-elle pensée et abordée également quant aux dispositifs à mettre en place? Elle pense notamment aux crèches, sachant qu'il existe de plus en plus de foyers monoparentaux. Est-ce que ça vous rappelle des expériences qui ont pu être... Oui, en fait, c'est des dispositifs qui ont pu être identifiés, valorisés. Effectivement, c'est des éléments qui rendent possible la disponibilité des femmes dans leur lieu de travail. Donc, c'est un des points, effectivement, qui figure dans notre rapport. Céline a parlé des conditions de sécurité. On pense en Inde, au transport des femmes. Effectivement, la garde des enfants, c'est un enjeu clé. On avait aussi l'occasion d'échanger avec une entreprise qui travaille en Malaisie, son nom m'échappe, et qui avait en effet créé des places de crèche dans un pays où les crèches ne sont pas très très courantes, non pas en souhaitant exporter le système de la crèche, mais voilà, elles sont allées expliquer comment pouvait fonctionner une crèche. Donc oui, il y a énormément de... Mais il ne s'agit pas juste d'envisager comment garder son enfant. Une fois qu'on a mis l'enfant quelque part, il faut pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Et donc c'est vraiment prendre l'intégralité du parcours quotidien d'une femme pour essayer d'y apporter toutes les réponses qu'on peut pour faciliter son accès à l'emploi. Et peut-être en conclusion, la question de Sarah, qui souligne que les entreprises peuvent contribuer à attirer les femmes hors du marché informel en travaillant directement sur les freins à l'employabilité des femmes. Ça renvoie à la mobilité, à la garde d'enfants, en formation. Et donc la question, c'est est-ce que ces entreprises sont-elles prêtes à aller jusque-là? Et peut-être plus généralement, est-ce que vous avez senti des entreprises volontaires pour contribuer à la lutte contre les inégalités femmes-hommes? En tout cas, chacune d'elles avait en effet énormément de... En tout cas, chacune d'elles se sentait préoccupée et je dirais consciente que... il ne s'agit pas juste de réduire l'écart salarial, mais qu'il faut envisager cette lutte, cette mobilisation pour l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations en essayant de regarder sous un spectre très large pour arriver vraiment à une égalité femmes-hommes. C'est systématiquement ce qu'ils nous ont mis en avant. Pardon, une toute dernière, parce que c'est une très bonne conclusion. Finalement, pensez-vous que la RSE est un bon levier pour favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes? Alors moi, je vais répondre oui, parce que généralement, les politiques RSE sont des politiques qui sont sur le long terme, qui sont ancrées dans l'ADN de l'entreprise. Et justement, ce qu'on souhaite, c'est que... Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire que la plateforme RSE soit saisie? C'est parce qu'il est vraiment important que cette logique d'égalité femmes-hommes, elle s'ancre dans une vraie dynamique de l'entreprise pour... la responsabilité sociale de l'entreprise pour qu'elle ait envie d'en rendre compte vis-à-vis de ses propres salariés, vis-à-vis du monde extérieur. Et
voilà, l'ancrer et faire le lien avec la RSE, ça apporte de la pérennité à la mobilisation de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que je viens. Et un double oui, parce qu'en fait, la RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes, et c'est comme ça aussi qu'une politique est appropriée et légitime. Donc oui, à nos yeux, ça peut être un vrai levier pour une vraie appropriation. Triple oui. Triple oui. Moi, je voudrais remercier tout le monde, remercier également l'équipe qui a beaucoup travaillé sur ce rapport, Sandrine, Inès qui est en ligne, Mathilde peut-être aussi, qui ont beaucoup travaillé pendant ce semestre pour aboutir à ce recensement, ce diagnostic et accompagner les membres dans ces recommandations. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui pourront nous retrouver sur le replay, sur le site de France Stratégie. Merci à vous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.